Salam alaikum Morad. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdelrahman. Comment ça va? Très bien, barakallahu fik. C'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers depuis le temps qu'on en parle. Ouais, barakallahu fik. Merci pour l'opportunité, c'est très gentil de ta part. Et Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, on est actuellement à Riyad, dans un studio de podcast. Ouais. Riyad, la ville où je suis depuis un peu plus d'1 an, Ouais. que je découvre encore. Une très grande ville. Toi, tu es là depuis plusieurs années maintenant. À peu près, ouais, 7 ans maintenant, ouais. Ouais. Donc, serial entrepreneur. Tu as créé plusieurs entreprises. Ouais. Encore entrepreneur actuellement. On va parler un peu de tout ce que tu fais, de LiveDAO, TakaDAO. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce que tu proposes. Mais commençons de parler un petit peu de Riyad, de l'environnement ici. C'est vrai que beaucoup de personnes en parlent. Même moi, beaucoup de personnes me contactent pour en apprendre plus sur la vie ici, sur les opportunités, etc. Toi qui connais bien l'environnement, la région, qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'engouement dans la région actuellement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, moi j'ai commencé ma journée entrepreneuriale, je veux dire, dans le Middle East, après avoir eu une bonne expérience américaine, et je voulais donc trouver le meilleur endroit dans les années 2005 à peu près, 2004, 2005, le meilleur endroit après les États-Unis, parce que souvent le meilleur écosystème pour les startups, c'est les States, même pour l'entrepreneurship en général, c'est les États-Unis. Donc j'ai fait un petit séjour en France vite fait, un retour en France dans les années 2004-2003, 2003-2004, et c'était pas, en fait, il y avait énormément d'opportunités, mais c'était pas l'endroit qui me bottait, je veux dire. Je voulais vraiment avoir une expérience Middle Eastern. Et donc on parlait de Dubaï. À l'époque, c'était récent. C'était Dubaï, c'était vraiment not in the map. Il y a personne, c'était l'exotisme, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ouais. Donc moi, du fait de mon exposure avec mon exposition avec des Émiratiens aux États-Unis, des Saoudiens, je me suis dit pourquoi pas aller voir ce qui se passe. J'ai vendu ma boîte et je suis parti à Dubaï. Et en fait, Dubaï, je me rappelle de la Sheikh Zayed Road. Il y avait 3-4 buildings à l'époque, c'était même pas encore construit, il n'y avait rien. C'était le désert. C'était le désert. Et mais je voyais déjà le potentiel de la ville. Et donc tout de suite, je me suis plu. Bon, il y avait un network naturel. Je veux dire, je me sentais un peu comme au States, dans le sens où tu avais toutes les facilités, le banking system, international network. C'était déjà en place un petit peu. Donc tu avais cette infrastructure déjà idéale pour un entrepreneur, pour une personne qui aime bien l'entrepreneuriat, quoi. Donc voilà, donc je me suis installé à Dubaï. Et en fin de compte, j'ai fait plusieurs activités sur Dubaï, notamment l'import-export aussi. À l'époque, c'était quelque chose de très important entre l'Asie du Sud-Est, le Middle East et l'Europe, justement, où j'ai fait une boîte que j'ai revendue aussi. Et après, avec l'évolution, Dubaï, ça a cartonné, ça a fait Startup City, on va appeler ça. Mohamed Ben Rachid, il faisait ça tous les mois, il y avait quelque chose de nouveau. Ouais. Donc j'ai eu l'expérience de ce hyper growth, ok. Et en même temps, voilà, en 2012-2011, j'ai voulu partir du, on va dire, traditionnel business, manufacturing, l'import-export, real estate ou whatever, sur le digital, ok. Ouais. Et c'est là que je suis rentré dans le digital à Dubaï. Et j'ai créé une start-up d'e-commerce. À l'époque, c'était très en vogue. C'était très nouveau, on va dire aussi. Il y avait quelques start-up qui commençaient à des balbutiements. Ouais. On était les précurseurs des start-up. Ouais. Soup.com, Mom's World, Karim et Mail2.com. Donc voilà, on a commencé un peu ensemble. Et en fin de compte, voilà, l'écosystème. En France, il y avait Cdiscount, la rue du commerce, tout ça. Voilà, mais on savait même pas ce qui se passait en France. C'est-à-dire que nous, c'était les États-Unis et après, boum, notre écosystème à Dubaï. Et donc, en fait, quand à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 2-3 VC, même pas. Il y avait, c'était des angels. Même les VC à l'époque, c'était des fonds. C'était pas vraiment des venture capitalistes professionnels. C'était des petits fonds comme ça qui aidaient un petit peu les entrepreneurs. Donc, il n'y avait pas trop de cash. C'était donc très galère. Ouais. Et donc voilà, je suis rentré. La première question que je me suis posée,
en tant que start-upper, à un âge, j'avais quoi? J'avais 35 ans à l'époque. Je google start-up. Start-up définition, c'était young, donc il fallait être jeune, riche et blanc. Ouais. Donc j'avais les trois choses qu'il fallait pas pour commencer. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire? En fait, c'est le synonyme, hein, c'est l'image qu'on te donne du start-up founder, tu vois. Et donc, c'est un luxe de... ouais, en fait, c'était marrant parce que même Google y était biaisé, quoi. Donc, Ouais. Ouais. donc est-ce que je fais la bonne chose? Et en fait, voilà, j'ai démarré comme ça. J'ai galéré pendant 8 ans, en fait, les hauts et up. Donc, souvent, les gens, ils te racontent les belles histoires. Mais on a fait que des erreurs. Donc, on a levé de l'argent, on a levé encore. Et après, on s'est cassé la figure pas mal de fois sur nos levées de fonds. Mais en fin de compte, voilà, le end user, on va dire le consumer, il voit que le final result, il voit que le résultat final. Il dit, oh, il pense que c'est une instant success story, tu vois. Non, on est passé par toutes les galères. Et je partagerai un petit peu les galères avec lesquelles on est passé. Et de là, en fin de compte, Dubaï, en fait, c'était un marché nickel, un petit aquarium, si tu veux, pour tester notre solution. Ouais. Mais à chaque fois, le problème que j'avais, c'était si je voulais scaler la plateforme, Ouais. on me disait à chaque fois, c'est super, mais Dubaï, il y a plus de chameaux que de personnes sur place. Ouais. C'est pas un marché intéressant pour nous. Ouais. Donc les venture capitalistes, en fin de compte, ils avaient un problème de nous faire des chèques parce qu'ils disaient, le marché est pas intéressant. Par contre, ce qui les intéressait, c'était l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, à l'époque, ce que j'aime bien dire, c'était un peu le no man's land. C'était, fallait connaître quelqu'un, fallait avoir un Iqama, tu rentrais pas comme tu voulais. Ouais. Je me rappelais encore du temps de l'Arabie Saoudite où je devais apply for Umrah visa pour aller sur place. Donc c'était pas un marché facile pour nous. C'était galère de chez galère de même faire une Umrah, quoi. Ouais. Passer par l'ambassade Et ouais, il fallait passer le visa, nanana. Bon. Et en fin de compte, mais c'était toujours bon, le marché qui était le plus attrayant, le plus intéressant. Et la réalité, c'est quoi? C'est que je me suis retrouvé un petit peu en galère avec ma start-up. On se retrouvait avec un burn rate, on brûlait de l'argent pour scaler la plateforme. Et à un moment donné, il me restait plus que $50,000 sur le compte. Personne qui voulait investir parce que voilà, le marché était pas grand. Et j'ai pris le conseil d'un gars de Rocket Internet, en fin de compte, un copain à moi, un Syrien, qui était directeur général du bureau de Dubaï. Et il me dit, Mourad, je lui dis, écoute, je veux lever. Il me dit, écoute, ça va être galère, mais je te donne un conseil, combien il te reste? J'ai $50,000. Il me dit, le conseil que je peux te donner, prends un billet, allez simple, va sur Riyad. Bon, moi déjà, l'Arabie, ça me kiffait, mais je lui dis qu'il me reste $50,000, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Et, alhamdoulilah, j'ai pris son conseil. J'ai pris femme et enfants et équipe, hop, on arrive à Riyad. Et c'est vrai que tout a changé. Ce qui s'est passé, en fait, c'était que... que... ça en 2018 à peu près, 2019. Ouais. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu un petit truc intéressant qui s'est passé. Il y avait Mohammed Ben Salman, His Excellency, machallah, His Highness, qui nous avait invités, en fait, compte. Il avait regardé les meilleures startups de la région. Ouais. Et il avait invité Karim, il avait invité Melto.com et tout ça. Donc, on était les premières startups à avoir eu ce sésame. Ouais. Le visa entrepreneurship. Dès le début, tu l'avais. Tout frais payé, ouais. Ouais. Okay. Installé, on était la première, en fait, je crois que je suis l'une des premières startups qui a eu ce sésame. Et donc voilà, donc pour moi c'était alhamdulillah, t'as le dunya ou l'akhira moujoud d'un seul coup, t'es en Arabie Saoudite et t'as tout. Et c'est vrai que bon, c'était difficile, hein. On est arrivé, c'est encore, je leur disais start-up, c'est parce que c'était, j'étais ministre de l'investissement, on leur disait qu'on faisait une plateforme e-commerce, c'était qu'est-ce que c'est? Il y avait des événements start-upers, on était 10, c'était pas Biban ou c'était pas de Lip, hein. On était littéralement. Biban et Lip, c'est des événements massifs. On était vraiment un petit écosystème et bon, en étant sur place, j'ai développé en fait avec l'aide de ma start-up et de l'écosystème saoudien. J'étais une des premières start-up pionnières qui a développé l'écosystème. Donc, je suis vraiment arrivé en Arabie Saoudite. Au moment où ça se développait vraiment. Il n'y avait rien du tout. En fait, il n'y avait rien, mais il poussait au développement des startups. Exactement. Ok. D'accord. Et donc, 2017-2018, là, il s'en est passé des choses entre-temps dans l'univers startup. Ouais.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ce royaume? Bon, en fait, ce On qu'il y avait entend Vision 2030, on entend... ben, il n'y avait pas encore l'annoncement de 2030. Je crois que c'est arrivé quelques années après. Ah, c'était un peu avant, je crois, mais ça a mis du temps à démarrer. Ouais, ça a mis du temps. Il y avait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, ouais, c'était, je dis, il y avait, même, tu sais, l'esprit entrepreneurship, ça n'existait pas parce que le Saoudien, son rêve, c'était quoi? C'est, je prends un diplôme, je vais aux États-Unis, tu vois, je suis payé par les frais du prince, là, on va dire, pas de la princesse. Et pendant 4 ans, je me bombarde de diplômes. Je fais même un PhD, tout ça payé par l'État. Tout fait payer. Ouais. Tout fait payer. Et après, je reviens, je travaille pour Aramco. Ça, c'est, voilà. C'est, voilà, le gars et. Pour le gouvernement. Voilà. Aramco, gouvernement, ou voilà. C'était le dream. C'était, j'arrive, j'ai un boulot avec le gouvernement à vie et tout ça, donc l'esprit entrepreneurial, il n'existait même pas. À part les quelques familles, bien sûr, qui ont fait des fortunes. C'est-à-dire que leur DNA entrepreneurial est là. Mais c'était vraiment quelques familles qui étaient dans ce domaine-là. Mais les jeunes, c'était ça. C'est comme moi un peu aux États-Unis, quand tu dis à un gamin, tu veux devenir quoi? Il te dit pompier ou policier. Tu vois Là, c'était gouvernement ou Aramco. Ouais. Tu vois le genre. Ouais. Et donc, on avait du mal. Donc, on allait en tant que start-upper, on leur parlait, on leur dit, non, mais tu peux créer ta boîte, il y a des subventions, il y a ceci, il y a cela. Le mec, il comprenait pas. Et donc, il venait, ouais, mais c'est risqué, tout ça. Et donc, ouais, c'était vraiment le balbutiement. Donc, tous les gars, maintenant, qu'ils ont des fonds d'investissement saoudiens, maintenant, les gars, ils les regardent comme si c'était des grands, des mecs qui ont bougé des montagnes. Moi, je les connais tous. Donc, des fois, ils baissent la tête quand ils voient parce qu'ils savent, I know their past. C'était des gars qui y comprenaient rien du tout. Et du jour au lendemain, ils sont tombés, voilà, dans un écosystème de malades où tout s'est mis en place. Et maintenant, ils ont des positions de general manager de tel fonds, general manager de ce fonds-là et tout ça, avec zéro expérience dans l'entrepreneurship. Ils n'ont jamais construit de compagnie de leur vie. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est ça. Tout a été créé. Après, bien sûr, tu as des rockstars, machallah, dans le domaine de la start-up founder qui ont explosé. Donc le Saoudien, tu lui donnes un ballon, il sait jouer au foot, tu vois quoi. Il y a tout de suite, il a vu le potentiel parce que c'est quand même dans leur DNA après. Quand il a vu que ce système était favorable et qu'il y avait un écosystème qui se créait pas du jour au lendemain, mais avec du temps, et ben voilà, et ben c'est ce qui se passe maintenant. Franchement, des fois, je me pose la question si ça va plus vite ici ou à la Silicon Valley. Tu vois, bon, la Silicon Valley, ça reste la Silicon Valley. Je vais pas les comparer. Ouais. Mais en termes de progression par rapport à leur situation, voilà. Ouais. Même en termes de foundry, on appelle ça la machine à créer des entrepreneurs. Tu vois quoi? Ouais. Tous les jours, t'as un gars qui quitte his job, qui commence. Le Saoudien, alhamdoulilah, il est well off. Tu vois, il est confortable. Il peut se permettre de créer une boîte. Il n'a pas peur. Donc tu vois, il y a cet aspect-là qu'il a un garage, la maison de son père. Il a carrément, il n'a pas un garage, il a un floor, j'appelle ça. Un étage. Un étage. Il a un étage. Donc tu sais, il est confortable. Bon, il n'est pas blanc, peut-être. Bon, il y en a des blancs aussi, mais bon, c'est pas un facteur de blocage dans la start-up. Comme je te dis, il faut get Google. Pas ici, ouais. Après, il a aussi du disposable income, tu vois, et il y a les subventions de l'État. Ouais. Donc tu as un écosystème complet pour favorable. Eux. Voilà, favorable. Et là, franchement, ça a explosé. Ouais. Il n'y a pas une place qui est la mieux positionnée maintenant que l'Arabie Saoudite. Dans le monde, tu veux dire? Dans le monde, dans le monde actuel. Okay. Et même, je vais même jusqu'à dire que franchement, perdre son temps sur Dubaï, je vais être critique de Dubaï. Ouais. Il y a beaucoup d'adra, ça parle beaucoup, mais le problème c'est qu'ils ont pas un marché déjà énorme. Et deuxièmement, une fois que tu as réussi à passer le cap de la série A, tu trouveras personne pour te mettre la série B, C, D. Il n'y a rien. Ouais. Le marché n'est pas assez gros, n'est pas assez intéressant. Par contre, là, tu es dans un marché vierge. Ouais, je crois qu'à Dubaï, il y a genre 2 fois moins d'habitants qu'à Riyad, un truc comme ça. On a à peu près 30 millions, on va dire, ici. Ouais. À Dubaï, tu as quoi? Tu as 6 millions, c'est ce qu'ils disent. Mais la réalité, c'est un château de cartes, Dubaï, parce que quand t'as une population avec 95% d'expatriés ou 90% d'expatriés,
bah, tu construis pas un pays sur des expats. Tu faut avoir, comme je te dis, il y a plus de chameaux que de locaux aux Émirats. C'est incroyable. Donc, en fin de compte, non. Tu construis un pays sur une vraie population. D'accord? Alhamdoulilah, les Saoudiens, ils ont une vraie population. D'accord? Je prends à défi n'importe quel gars qui va écouter mon podcast d'aller à Dubaï et de croiser un frère, un Émiratien et avoir un café avec lui ou discuter. Ça va vous prendre 4-5 ans avant de rencontrer un Émiratien. Moi, alhamdoulilah, j'étais dans des quartiers émiratiens, je vivais avec eux. C'est des gens magnifiques, machallah. Mais, voilà, t'es mal à l'aise dans ton propre pays, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu peux pas. Et donc, dès qu'il y a un petit crack, dès qu'il y a quelque chose, bah, tout le monde se casse. Donc, voilà. Alors qu'ici, non. 30 millions, voire plus, et en plus, une population jeune, un dynamisme et tout ça, ouais, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu penses que c'est un écosystème qui est fait pour durer, ou il y a vraiment là, en ce moment, une fenêtre où il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités que plus tard? Les opportunités, déjà, elles sont passées. Il y a pas mal d'opportunités. Il y a quelques unicorns qui ont vu le jour. Je vais pas citer de start-up parce que je devrais tous les citer. Donc, si je cite un ami, je dois tous les citer. Mais il y a déjà pas mal de start-up qui ont dépassé le cap d'unicorn. Des gens qui ont fait des exits en unicorn ici, qui ont revendu et sont repartis sur d'autres. Les opportunités, machallah, ça fait 10 ans que ça dure là maintenant. C'est incroyable. Je veux dire, j'ai pas vu. Même souvent, on nous critique dans le Middle East. On dit ouais, le problème, il n'y a pas d'exit. Ouais, c'était l'un de nos problèmes, c'était l'exit. Récemment. Ouais. Bah là, je veux dire, même, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as l'écosystème des corporate CVC, on va dire, CVC, ouais. les corporate ventures, que eux-mêmes, en fin de compte, c'est des potential des entreprises, une entreprise qui va racheter, qui va racheter ou investir. Donc il y a ces petites exits qui se font, mais franchement non, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, tu as quand même la vision de 2030 et tu as encore plusieurs événements là, avec la World Cup qui va arriver. Ouais, tu vas avoir d'autres événements. 2030, c'est quoi? C'est Expo? Expo et tout ça. Donc non, on est encore dans les starting blocks, franchement, pour commencer quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas encore, c'est grillé, ça y est, je peux plus. Non, il y a encore pas mal de choses à faire. Parlons un peu de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour venir ici. Quel état d'esprit il faut avoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec on va dire des intentions différentes et une approche aussi différente. C'est-à-dire que il y en a qui viennent en pensant pouvoir apporter quelque chose. Ça, il y a 10 ans, c'était peut-être le cas, il y a 15 ans, tu vois, où ils disaient que l'Arabie Saoudite a besoin de moi, tu vois. Maintenant, l'écosystème évolue petit à petit et ça, c'est plus compliqué. Et certains ont la mauvaise approche de ce que je peux voir. Est-ce que toi, tu vois ça aussi, des gens qui... Bah déjà la NIA, moi quand je suis parti des pays on va dire des États-Unis ou des pays européens, c'était déjà une NIA, j'avais une NIA de Hijra déjà. Donc c'était pas le même mindset. Donc je viens pas avec une mindset dont je vais parler pour moi. Je viens pour préserver ma famille de tous les méfaits de ce que le Ouest peut nous offrir. Et j'étais dans les meilleures conditions à Los Angeles. J'étais pas dans des conditions, j'avais business, j'étais dans pas mal d'industries avec la Jet Society là-bas parce que je faisais pas mal j'étais un peu dans le catering business et food business et donc on s'occupait des acteurs, des producteurs, j'avais accès à traiteurs, mais dans leur personnellement, j'allais dans leur maison et tout ça. J'avais pignon sur rue, tout ça. Et grand respect sur ce peuple. En fait, l'Américain est très simple, il est gentil. La politique c'est autre chose, mais le ammé américain, il est bien, il est gentil de nature. Au contraire, j'ai eu du khair là-bas. Donc en fait, même de partir de cet écosystème qui me facilitait tout, c'était pas je me casse parce que y a plus rien qui marche. Au contraire, ça marchait trop bien. Et c'était ma peur. Je me suis dit tiens, ça fait 10 ans que je suis là-bas et il y a un cap là-bas entre les expats. Quand on est expat là-bas, algérien surtout, on se dit si tu passes les 10 ans, tu restes là-bas à vie. Mais en fait, le marché américain, c'est la société américaine, c'est une broyeuse d'humains, j'appelle ça. Elle broie les humains. Donc les gens ils aiment bien l'Amérique. En fait, elle te déconstruit.
Dans le sens où tu abandonnes un petit peu toutes tes valeurs, même en tant que musulman, même le musulman là-bas, il te dit, je suis bien, j'ai le droit de pratiquer, j'ai le droit de... Il y a un ceiling quand même. Ouais. Que les gens, ils ont je vais le dire franchement, ils ont des grosses gueules, les Américains musulmans, mais la vérité, tu restes quand même, stéréotype, si tu veux. Bon, moi, j'avais pas ce problème-là. Parce que je viens d'une culture déjà, algérienne, grandi en France. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai regardé les Américains comme une jeune nation qui n'avaient rien à m'apporter. Ouais. Donc quand je marchais fièrement avec 1400 ans d'histoire. Donc quand je voyais un Américain, il me faisait rire. J'avais pas ce complexe d'infériorité. Le mec qui vient d'être né, le seul history that he has to show, c'est le massacre des Américains, des Indiens d'Amérique. Ça veut dire que leurs valeurs, c'était pas des valeurs qui m'attiraient. Le capitalisme, l'individualisme, tu vois, le chacun pour soi. Tu voyais déjà ça dès que tu arrives. Tu grandis comme ça en France. Tu grandis déjà avec un mindset que l'Amérique, c'est un pays. Un peu de haut. Voilà. Ouais. C'est un pays où, tu vois, c'est l'individualisme à outrance, le capitalisme. Bon, moi, je l'ai adapté à ma sauce, quoi. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait mes études et tout ça. Après, j'ai commencé du business. Mais ce que je veux dire, je partais pas dans une ambiance d'infériorité, au contraire. Si tu ramènes une culture, j'étais Morad, tu vois, Morad bin el-Kabaili, tu vois, d'une nation algérienne, tu vois, d'une civilisation, tu vois. Et donc tu vois un jeune, même le meilleur des Américains, il a quoi? Il a 200 ans d'histoire, tu vois. Ouais. Et ça c'est une grosse, un gros plus. Et c'est pas un handicap, c'est une valeur. Une force. Mais en même temps, si tu restes trop longtemps chez eux, après tu regardes le football le dimanche, quoi. Tu prends du popcorn, après tu deviens un peu, tu sais, c'est make money, tu vois quoi, c'est it's only around money. Ouais. Il y a pas de, tu vois, c'est c'est la facilité. Et après entertainment, rien d'autre. Ouais. Tu vois. Et donc c'est pour ça qu'en fin de compte, je les blâme, I don't blame them quand il se passe quelque chose dans le monde. Des massacres ou quoi, ils savent même pas. Ils allument Fox News et CNN et on les bombarde de trucs. Le gars, il sait pas. Mais quand tu vis sur place, tu vois que en fait, quand tu deviens un petit peu un produit de leur système, après tu deviens soit un démocrate, soit un républicain, parce que tu choisis le bleu, dans les cases. Voilà, les cases ou khalas. Formaté. Ouais. Et donc, même si ça a changé un peu, peut-être avec les communautés, il y a de plus en plus de communautés, on va dire, où ils sont. Bon, c'est ce que moi j'aime bien, mais bon, même les communautés là-bas, ils sont, tu veux dire entre communautés musulmanes et tout ça. Ouais, elles sont développées ces dernières années dans certaines villes, c'est pas partout parce que c'est grand les États-Unis, c'est très grand. Ouais, mais ça reste bon, il y en a bien. Et regarde, moi je sais, at the end of the day, moi ce que j'aime bien dire. Je veux dire, si t'es au Michigan ou que t'es, je sais pas moi, Washington ou autre chose, c'est pas du tout la même chose. Ça fait une banlieue plus grande. C'est comme si tu me dis voilà. Je suis dans une banlieue à Paris où voilà, il y a une concentration de musulmans. Ouais. Ça fait de toi une minorité toujours. Faut pas oublier que les musulmans aux États-Unis, c'est 1% de la population, peut-être moins. Ouais. Et après, je veux dire, il y a le modèle, ils veulent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le modèle se dilue. Et en fait, le musulman, il devient American Muslim, tu vois. Il te dit, je suis American Muslim. Non, I'm Muslim, and then I'm American. Je m'en fous de ta jinsia, tu vois. Donc tu peux avoir une adoration pour les bienfaits qu'il te donne, mais quand bien même. Ouais. Quand tu sais que tu es dans une machine, en fin de compte, qui produit le plus grand nombre, je vais être franc, de massacres au monde. Ils savent que vendre des boulettes, les mecs, là. Ils savent que même naturellement, tu te sens mal à l'aise. Moi, c'était ça. Au bout de 10 ans, je dis, mais j'ai pas envie de participer à ça. J'ai pas payé mes taxes. Tu partie de la machine et que tu voulais plus être partie. Bah ouais, tu t'es dans le Matrix là-bas. Ouais. Donc, même les musulmans qui se la jouent, ouais, non, je suis bien, je suis à l'aise, on a des droits, mais t'as rien du tout. Parce que moi, j'ai vécu ça. Ceux qui parlent, qui disent, ouais, on a ça. Mais c'est vraiment limité dans le temps et limité dans l'événement. Ouais. Un bon événement, septembre 11. Septembre 11, je l'ai vécu, j'étais là-bas. Donc, du jour au lendemain, moi, j'ai vu là tous les, je vais pas dire les nationalités, qui rasaient les murs, qui rasaient les barbes, qui enlevaient les hijabs. Donc, tu vois, il faut pas me la jouer. Du jour au lendemain, tu réalises que et je veux dire, ils ont créé
comme des camps de concentration. C'était la totale, hein. Ouais. Patriot Act et tout ça. Ouais. Je les ai plus vus. Moi, j'étais tout seul dans les mesgids des fois. Je dis, mais ils sont où les musulmans? Moi, j'allais prier. Je dis, mais, m'en foutez, venez, prenez-moi. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre, moi? Ouais. Moi, je me suis retrouvé. Je suis algérien. Dans mon coffee shop. J'avais un coffee shop pas loin d'un mesjid à côté de USC, Islamic Center of Los Angeles. Je devais frapper à la porte pour aller prier. Ah ouais. Ah ouais, après septembre. Après bon, septembre 11, c'est une. Mais ils avaient tous peur. Ils avaient tous peur. En fait, la communauté musulmane des États-Unis, ça reste quand même des immigrants. C'est pas des blancs américains. Tu vois, donc ils avaient tous. Moi, je dis, j'arrivais, j'allais frapper à la porte. Je dis, mais c'est fermé ou quoi? C'est salade. Il me dit, mais t'as pas entendu, toi? T'as vu les news? Ouais, tu regardes pas les news. Et moi, je m'en foutais. Je dis, bon, moi, je dois saluer, tu vois. Moi, alhamdoulilah. Donc, ça m'a fait un peu réaliser, en fin de compte, que cette image que les Américains aiment bien montrer, on a le freedom of religion, ce jour-là, où étiez-vous? Ouais. Et, je veux dire, ça peut arriver franchement, je me sentais plus à l'aise, peut-être, hein, en Europe, à cette époque-là. Par rapport à ça, ouais. Bah ouais. Parce que là, ils venaient te chercher chez toi. Et donc, moi, alhamdoulilah, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'avais un coffee shop qui était pas loin d'une université, et j'étais le seul coffee shop halal de la région. Ça veut dire le halal n'existait presque pas dans la région. Moi, j'avais décidé de faire le chicken halal et tout ça. Donc, j'étais connu pour avoir des plats halal. Et j'avais des mushaf en anglais. Parce que bon, la DNA de la façon dont je vivais, je dis, si Allah me donne le moyen d'être entrepreneur, c'est de le servir. C'était DNA, si j'ai les moyens d'être donc c'était mes doigts, si Allah me donne, faut que je sois authentique, que je reste et que j'arrive à donner, give back to the community, comme on dit. Donc la première chose que j'ai fait, quand j'ai ouvert ce coffee shop, j'ai ramené des Corans traduits en anglais. Ouais. Et j'avais des templates, on dit ça en français, des brochures. Des brochures, des flyers. Avec Who's Jesus? C'est qui Jésus? Mais okay. Pour Da'wah, c'était des jeunes qui faisaient des templates qui disaient Jesus is a prophet of Islam. Tu vois, c'était des petits jeunes comme ça de la Muslim Student Association qui faisaient des petites brochures comme ça. Okay. Pour partager avec les chrétiens d'Amérique. Et pourquoi j'avais fait ça? Ça m'avait choqué. Peut-être 2 mois avant d'ouvrir mon coffee shop, je rentre chez un dentiste local. J'avais une rage de dents incroyable. Je rentre chez lui et je suis dans la salle d'attente. Tu vois commencer les rages de dents. Hein. Et donc il y avait un nom bizarre, je sais pas, c'était Mo, je sais pas quoi. Nom de famille, je vois pas ce que c'était. Et j'étais dans la salle d'attente. Tu sais, quand tu es dans les salles d'attente, il y a toujours des brochures et tout ça. Hein. Ouais. Et tu l'avais vu. Et là, non, je tombe sur des brochures. Ouais. La chrétienté, tatati, tu vois. Ouais. Jésus, mais tout sur... plus chrétien. Chrétien, tout chrétien, okay. Tu vois. À la base, ce qui est bien et pas bien, c'est que tu peux en parler librement. Mais là, c'était... Ouais, c'est pas... Non, mais moi, c'est privé. C'est un cabinet privé. Tu fais ce que tu veux dans notre cabinet privé. Même en France, si tu es privé, tu mets des trucs, ils s'en foutent de venir chez toi. Si dans le public, c'est peut-être autre chose. Ouais. Là, j'arrive, il y avait que des brochures chrétiennes et tout ça. Donc, moi, je regarde tout ça. Je dis, il y avait un nom à consonance arabe, le dentiste, mais je me suis dit, ça doit être un arabe chrétien. Et donc, la femme qui gérait la secrétaire, c'était une Filipina, Et elle avait sa croix et tout ça, tranquille et tout ça. Et c'était elle qui mettait tout ça, les brochures et tout ça, les bibles et tout ça. Bon, je me dis, c'est pas grave. Le docteur, il me soigne, et je lui dis, t'es de quelle origine? Je dis, tu t'appelles comment? Et il me dit, Mohamed. Ouais. Je réfléchis, je dis Mohamed. J'ai pas beaucoup de chrétiens qui s'appellent Mohamed, tu vois. Donc je lui pose la question, je lui dis attends, mais Mohamed, t'es d'où? Et un truc comme ça, je vais pas dire le pays pour pas faire d'amalgame sur une ethnique, on va dire. Et il me dit non, moi ça fait 15 ans que je suis là, 15-20 ans. Et il me dit alhamdoulilah, je suis chez moi ici. Je dis, mais c'est à toi le cabinet, tout ça. Il me dit, ouais. Je dis, tu sais, tu solves des gros problèmes. Il me dit, 90% de mes clients, c'est des blancs américains.
Je dis, mais je dis, moi, tu m'as sauvé la vie là, avec mon rage dedans. Tu fais ça à tout le monde là ici. Et je dis, normalement, les gens, ils doivent connaître que c'est un Mohammed qui les a sauvés de leur peine, tu vois. Il me dit, ouais. Je lui dis, mais j'ai une question quand même qui m'intrigue. Pourquoi t'as la Bible et des trucs sur... Il me dit, c'est pour passer un petit peu. Pour que je perds pas de clients, que tu vois, il avait un complexe total. Ah ouais. Son business, il avait peur de perdre des clients et tout ça. Et donc, il mettait ça. Et donc, il avait changé le nom avec Mo et t'avais tout ce qui était. Après, moi, j'étais un petit peu de nasiha. Je dis non, c'est frère. Je dis écoute, faut pas faire ça. Au contraire, Dieu t'a donné l'habilité de sauver des gens, aider et tout ça. Si tu fais un truc noble, tu vois. Et là, t'es là en train de pas faire une da'wa passif, tu vois, tranquille. Tu devrais utiliser. Il m'a dit, ya habibi, laisse-moi tranquille avec mon business model et tout ça. Et donc, moi, en fait, quand j'ai tilté, je dis, attends, jamais de la vie. Si j'ouvre quelque chose, il faut que j'ai un impact. Et donc, je me suis mis une obligation de faire l'inverse de ce qu'il a fait. Et donc, je mettais, tac, des brochures, tout ça. Les jeunes, ils venaient, Mourad, je peux. Je dis, pose. Et après, j'avais des clients, tac, ils me disent, c'est quoi ça? Je dis, tu peux lire. Si ça t'intéresse, c'est bien. Si ça t'intéresse pas. Après, le Coran, des juifs qui prenaient le Coran, des chrétiens, ils lisaient, ils étaient très étonnés de trouver ça accessible. Il y a même un article, je t'enverrai l'article, que l'Université of Southern California a fait un article sur moi à l'époque en disant, c'est le seul endroit, il y a une bibliothèque, vous avez trouvé un Coran en anglais. Ah ouais? Ouais, nickel. Incroyable. Et après alors ça c'était avant septembre 11, donc après septembre 11, la panique elle s'instaure, tout le monde a peur. Mais moi je reste ouvert et tout ça, je m'en fous. C'est vrai que le premier jour, j'ai pas eu grand monde. Mais le lendemain, Wallahi, Abdelrahmed, tu vas être choqué. Et c'est là que j'ai apprécié encore plus les Américains. Ajib. Bon, parce qu'ils savaient que j'étais musulman. Ils savaient. Ouais. Je m'en cachais pas. J'avais des joueurs de basket, en fait, parce que j'étais pas loin du Staples Center à l'époque, t'as vu? Ouais. Joueurs américains qui venaient prendre un café, un petit truc. Ils étaient musulmans, ils me disaient, Mourad, que je peux prier? Je faisais, vas-y, là, c'est ta place, prie. Donc, ils voyaient, on priait publiquement et tout ça. C'est tranquille, t'avais un endroit où prier. Et donc, après quelques jours, en fin de compte, subhanallah, les Américains, juifs, chrétiens et tout ça, ils me ramenaient des fleurs. Ah ouais? Allah, ils sont venus, tac, on sait que c'est pas, tu vois, c'est pas tous les musulmans, ou c'est pas ceci, tu vois. J'étais étonné. Et l'inverse, au lieu d'avoir 0 client, en sachant que j'étais musulman, et en plus, musulman qui s'affirmait, hein. Ouais. Je venais en djellaba et tout ça, tu vois, tranquille, hein, babouche et tout, hein. Et, Ajib, mon restaurant, il était pacte. On savait même plus où mettre les trucs. Je t'enverrai des photos, c'est incroyable. À un tel point que, je l'ai vendu, 9 mois plus tard, près d'un demi-million de dollars. Ah ouais, parce qu'à cause de la clientèle, tout ça. Là, moi, je voulais me casser. Je te dis, il y avait moi, on m'avait dit, je suis pas trop intelligent, mais très cartésien. Dès qu'il y a un circle that comes, mon fils était né. Moi, j'ai vécu là-bas, je me suis dit... marié aux États-Unis. Ouais, marié aux États-Unis. Je venais juste d'avoir mon premier enfant. Et je lui dis, je veux pas qu'il vive dans cet endroit. Ouais, tu le voyais pas grandir. Non, okay. Non, ça m'intéressait pas. Je voulais retourner aux sources. Ouais, c'est pas pareil, toi, quand tu viens déjà grand, que si tu fais passer ton enfant dans la machine, on va dire, dès la jeunesse, ça n'a rien à voir. Tu les perds. Ouais. Tu les perds. Et c'est ça le game. Ils s'en foutent de toi. Wallah, ils s'en foutent. C'est ça que les gens, ils viennent, ils me disent, ouais, non, le père qui fait du 9, qui fait quoi? C'est pas du 9 to 5, comme ils disent, hein. C'est du 9 to minuit. Et après, c'est l'Amérique, tu sais, c'est you walk, comme ils disent, you walk until you drop. Ouais. Tu vois? Tu travailles jusqu'à ce que tu tombes. Ouais. Ajib. Est-ce que tu acceptes ce genre de système? Et tu vois des femmes, des hommes flipper des burgers à 70 ans. Et doesn't matter. C'est pas le fait Zama, j'ai un standard of living, tu vois, je suis well off. Oui, c'est vrai. Mais ton mécanisme, cette machine à broyer, elle fait que tu as toujours besoin de faire plus. Donc en fait, tu peux être riche et pauvre en même temps, en fin de compte. Ouais. Donc c'est un faux rêve.
Ouais, c'est un fou raid. Mais si t'arrêtes la machine, tu perds tout. Hein. T'arrêtes de bosser, il y a là. Tu fini. perds ta maison, la pelouse, elle devient plus verte, elle devient marron. Ça coûte tellement cher sur place aussi que. Bah, nous, quand on voyait qu'un gars il était, comment dire, désolé d'utiliser le mot, mais dans le foin, on va dire grillé. Ouais. Bah, on voyait que sa pelouse, elle devenait marron. Par rapport à sa pelouse. Ouais, la pelouse, elle devient marron. Tu dis, voilà, celui-là, il a perdu. Ça est tombé. Tu comprends? Donc voilà. Mais, donc, pour revenir à ta question, voilà, je suis arrivé, j'ai voulu vivre dans des pays musulmans. Mais justement, c'est intéressant ça, parce que, on va dire, il n'y a pas de pays parfait. Ouais. Il n'y a pas de pays parfait. Toi, tu as eu la chance de pouvoir avoir même 3 expériences entre l'Europe et les États-Unis qui sont un peu différents, quand même, bien différents, et le Middle East. Ouais. C'est quoi les avantages et les inconvénients que tu peux voir dans la région, toi? Donc, il y a la partie pouvoir vivre sa foi et tout, ça, j'imagine que voilà, c'est ce pourquoi tu es venu. Ouais. Mais c'est pas non plus, c'est pas un pays parfait. C'est pas des pays parfaits non plus. Non. Il y aura jamais until you die. Ouais. Il y a pas de pays parfait. Tu cherches du Jannah sur terre. Ça Désolé, il n'est pas le Jannah. Il y a des gens qui idéalisent, tu vois, aussi. Et ils pensent que, voilà, pour eux, c'est le Jannah sur terre d'aller dans un pays musulman, le paradis sur terre. Ils vont rencontrer les Sahaba. Exactement. Non, en fait, bon, les obligations, après, je laisse ces discussions aux savants qui savent plus répondre à ces questions-là, les obligations de la hijra ou de partir ou de ceci, de ça. Maintenant, moi, j'ai fait pas mal de pays dans le monde. Bah, tu reconnais, je sais plus, il y a une expression, tu reconnais un chat à sa couleur. Comment on dit ça en français, là? Ah, ça me dit quelque chose, mais là, ça me vient pas. En fait, humainement, quand tu vas dans un pays, je donnais un exemple bidon. J'arrive à Dubaï. Ouais. Et j'habitais à Ras Al Khaimah à l'époque. Un peu plus loin. C'est à 1h30 de Dubaï. Alhamdoulilah, j'avais de l'argent, tout ça. Donc, je vois une voiture qui me plaît. Donc, je dis, je vais l'acheter, je vais chez le dealer, je dis, voilà, je vais acheter cette voiture. Et je viens des États-Unis, d'accord? Mon coffee shop, il était dans une rue qui s'appelle Crenshaw et je sais plus quelle rue, 18th Street. 18th Street, c'est le gang le plus connu des États-Unis. C'est là que ça s'appelle le gang 18th Street. À l'époque, il y avait les Salvatalian Gang et tout ça, c'était la folie. Hein. Il y avait à l'époque, c'était Rampart, LA Rampart. Même les policiers vendaient de la drogue carrément. C'était eux les dealers. Et t'es là, tu rentres le soir chez toi, même si j'habitais dans un quartier plus ou moins une rue, parce que c'est pas un quartier, j'habitais dans une rue plus ou moins safe. T'as un hélicoptère avec sa lumière, Ma chambre, elle est allumée toute la journée, toute la nuit, tac tac, d'accord. T'as des crossbow shooting, des mecs qui se tirent dessus dans les gangs, entre gangs, dessus, normal. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? 24/24. Et t'es à LA, d'accord. Pour la petite histoire, moi et ma femme, on avait loué une maison victorienne. Et elle vient de Singapour, américaine, mais elle comprend pas trop. Moi, je viens quand même des quartiers chauds de France, tu vois. Singapour, rien à voir. Je viens déjà quand ils ont des pistolets à eau, c'est déjà interdit là-bas. T'imagines un peu. Ouais, pistolet à eau. C'est pas safe. Ouais. Et donc, comme moi, je viens un peu des quartiers difficiles de France. Donc ça me choquait pas trop, tu sais, je m'en foutais de ce qui se passait là. Je disais c'est leur business entre gangs. Tu sais, quand tu fais pas du gang, t'es là, tu fais ton business, ils te respectent, ils te laissent passer, ils s'en foutent. Mais il y a un moment donné, dans la journée, et je vais revenir sur l'histoire de Ras Al Khaimah, dans la journée, si tu veux, dans la rue où j'habite, qui est une rue clean normalement, je vois mon voisin d'en face qui est un peu louche. Tu vois, on appelle ça les cholos là, tu sais les latino-américaine, mexicaine, tac, il va sur la pelouse, barbecue, un gros ventre, shrab comme ça, et plein de voitures qui viennent. Et tu vois, pas de t-shirt, tu vois quoi? Torse nu. Et tac, et je vois quelques tatouages, oh là là. Et il était juste en face de moi, mon nouveau voisin. Chère madame, je dis, oh, on a des nouveaux voisins, machallah. C'est pas l'air commode. Ouais, ça va être chaud. Subhanallah. 3 ou 4 jours plus tard,
On est dans le living room. On avait une belle, tu sais, c'est des maisons victoriennes avec une belle baie vitrée comme ça, un gros mur de béton jusque là, mais tu avais 3-4 belles vitres qui te donnent sur la vue sur le jardin, sur la rue en face. Et le mec, la musique mexicaine, je dis, oh là là, celui-là va nous ramener les catastrophes. Il commence à mettre la musique à fond, tu te crois à Tijuana. Et ce qui se passe, il y a une voiture qui passe. Nous, on était dans le living room en train de déjeuner. Et j'entends ta. Qu'est-ce que je fais, moi? Je me claque sur le sol. Je mets ma femme, brute. Allez, mets-toi comme ça. En fin de compte, la drive-by shooting, en fait, ils ont fait un drive-by shooting, ils appellent ça. Ils roulent en voiture et ils tirent. Ouais. Le gars, en fait, ma maison, elle était là. Le gars qui shootait la voiture, elle a tiré sur ses tacs. Tac. D'accord? Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars d'en face, ils ont re-shooté. Alhamdoulilah, on n'a pas eu. Madame, elle me regardait, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mets-toi à terre. Et je regarde sur la vitre. Et en fait, ils ont tiré, ils ont touché le mur en béton. Ah ouais. Hey, wa! Un truc de fou. Bon, je dis, écoute, madame, Inch'Allah, c'est pas un pays où ou bien c'est pas un endroit où on va rester longtemps. En fait, quand après on est parti, il y avait un blanc, justement, un Américain, Dhaka, il m'a fait rigoler. Parce que nous, c'était, au bout d'un an, on n'avait jamais eu ça. Et le mec, il m'avait dit, c'est quoi l'ambiance ici? Je dis, c'est nickel. Tu vois, il y a 2 quartiers, il y a 2 rues au-dessus, là, c'est chaud. Mais là, on est bien. Il me dit, ok, et tout. C'était le premier blanc du bloc, tu vois. Quand il a vu ça, route, le lendemain, il est parti. Pas de tawakkal ta'ala Allah. Ah, ouais, loup. Il a pris ces trucs, il m'a dit que c'était bien, tout, il est parti. Tout de suite, lui et sa femme. Et nous, après, on est parti quelques semaines plus tard, on est parti, habiter, en fait, dans la famille de ma femme, tu vois, pour éviter bon, ça a pris du temps, on n'est pas parti tout de suite, tu vois. Mais, ajib. Donc, voilà l'état de l'Amérique pour toi, d'accord? Donc maintenant, j'arrive à Ras El Khaimah pour revenir à l'histoire. Ouais, regarde ce qui m'a plu. J'arrive, je vais acheter cette voiture, tac, je vais chez le dealer, le vendeur de voitures, il me dit, voilà, tu veux cette voiture? Je dis oui. Ouais. Elle était nickel et tout ça, je dis à madame, voilà, on la prend, et tout ça, c'est bon. Donc, je lui dis, donne-moi les clés. Je prends les clés. Et tu sais, j'essaye de, manuellement, là, tu sais, de faire clic, fermer les portes. Ouais. Je dis, écoute, où est le système centralisé, Talbab? Il me regarde comme ça, il me dit, tu viens d'où, toi? Je dis, je suis algérien, grandi en France, mais pourquoi tu me poses cette question? Je veux le centraliser. Tu peux pas me donner l'option centralisée des fermetures des portes? Ouais. Il m'a dit, pourquoi tu vas fermer les portes? Je dis, je sais pas, c'est safety. Je vais laisser, je dois aller chaque porte, tac. Il m'a dit, laisse-les ouvertes. Et j'ai rigolé. Je dis, bon, t'es sûr? Il me dit, moi, j'ai jamais fermé les portes de ma voiture. J'habite à Ras El Khaimah, jamais. Ni les portes de ma maison. J'ai dit, ah bon? J'ai pris cette voiture et c'est vrai, j'ai jamais fermé les portes. Pour te dire, la safety. Ouais. Dans l'endroit. Donc, tu reconnais, un chat à sa couleur, ou je sais pas quoi l'expression, là. T'arrives dans un pays, tu peux être n'importe quelle nationalité, russe, américain, habibi, tu arrives, on te dit tu fermes pas les portes, il y a jamais rien qui t'arrive. J'ai laissé plusieurs fois mon sac et mon téléphone sur la table, on vient, on me dit habibi, t'as oublié ton téléphone ou t'as oublié. J'ai oublié des sommes d'argent en cash dans une sacoche que je devais passer à la banque. Et je retrouve même pas un billet qui me manque. J'ai jamais. Donc tu sais, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire, je vis dans des pays démocratiques. Je vis dans des pays où ceci, cela. Mm-hmm. Mais, at the end of the day, le tout à chacun, l'homme humain, l'être humain, marié, enfant et tout ça, qu'est-ce qu'il veut? La paix et la tranquillité pour ses enfants, pour lui. Si maintenant t'aimes bien te faire frapper, bah reste dans des démocraties libérales, comme tu dis. Fais-toi voler, fais-toi raqueter, fais-toi tuer, perds tous tes droits, ma'alish. Mais moi, ça me dérange pas de vivre dans des territoires, on va dire, dans des pays quote unquote autoritariens, parce que ça, c'est la vision qu'on veut donner. Une fausse vision de dire tiens, nana, et on dit ouais, mais écoute, frère, I'm fine with that, j'ai aucun problème. Assure-moi ma protection, assure la famille de protection et l'endroit où il y a un respect mutuel. Donc, on est à des antipodes, si je veux comparer les pays du Ouest. Ouais. Et les pays musulmans, n'importe quel pays musulman en général, on est à des antipodes. Ouais. De la safety, après il y a d'autres pays où c'est moins safe.
D'accord. Mais en général, les pays du Golfe, c'est très connu. Il y a des vidéos qui passent où le gars il fait semblant de faire tomber son portefeuille et on te le redonne et on te dit tiens ton portefeuille était là. D'accord. Ouais. Donc pour répondre à ta question, le Saudi bashing ou le GCC bashing, c'est un fonds de commerce, je veux dire. C'est même plus en fait vraiment des gens qui y pensent. Il y a des gens qui en ont fait un fonds de commerce, de critiquer certains pays musulmans, pour avoir des followers, pour avoir ceci. Donc je crois c'est ça. Donc je les défie de venir profiter de où on est. L'Arabie Saoudite, c'est pas le Jannah, encore une fois, mais encore une fois, il faut appeler un chat, tu vois. Ouais. C'est tout. Moi, je me sens bien. T'as moins de responsabilités vis-à-vis de comment tu éduques tes enfants. Okay. Ça aussi, c'est un gros truc. C'est un marqueur quand même. C'est-à-dire que toi, tu vas faire un travail. Déjà, tu travailles toute la journée. Après, tu divises ton temps, ta femme, tes enfants, l'éducation et tout ça. Ouais. Imagine, c'est un full-time job. Ouais. Et là, tu es dans des pays maintenant où on t'apprend que les lettres de l'alphabet, c'est OK. Ouais. Pas les lettres qu'on connaît, hein, les LGBT, Z, Y. C'est OK. Non, je suis pas OK avec ça. Il y a déjà ce problème-là. Tu vois, et ça concerne pas que moi. Ça concerne tout le monde. Ouais. Après, t'as certains pays où c'est la violence. Il faut que tu montres à ton enfant qu'il faut qu'il soit violent, il faut qu'il s'impose. Tous ces trucs. Al-hashma, la pudeur. La pudeur et tout ça, c'est des trucs, c'est honteux. Ouais, c'est honteux d'être comme ça. Ouais. Et ça, tu vois même aux États-Unis, tu vois les sœurs là, ils ont un hijab, mais ils parlent comme des hommes, ils ont aucune hashma, ou même des mecs, tu vois. Ça devient compliqué, tu vois. Et après, je t'en passe tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais ce choix-là de vivre dans ces pays-là, il y a quand même une ni'ma. Toi, tu vas dire peut-être que je me sens un peu moins à l'aise, j'ai moins de freedom. Je vois pas ça. Peut-être que je peux parler un peu moins, ouais, tu vas dire un peu moins de conneries. Souvent, quand t'es pas un savant, t'es pas un shir, t'es pas ceci, tais-toi. Tais-toi, laisse les savants guider, faire des trucs. S'il y a un docteur spécialisé en telle médecine, je le laisse spécialiser en telle médecine. Toi, c'était bon faire du podcast pour attirer tel truc. Reste dans ta truc. Mais enlève les titres de savants, nanana. Laisse les savants et laisse-les talab al-ilm et laisse les éducateurs. Chacun a son titre. Donc c'est sûr pour certaines personnes dire moi je vais pas dans ces pays-là, je peux pas parler, c'est parler pour dire n'importe quoi. Déjà s'il vous plaît, tu vois. Ouais. Tu vois. OK. Déjà c'est un bien. Ouais. Parce que ton speech peut être mal interprété et les conditions dans lesquelles tu vas le dire peuvent amener que des catastrophes. Mm-hmm. Donc des fois le silence paye. Ouais. Hein? Donc maintenant je te donne un exemple concret. J'aime bien matérialiser cet événement. J'ai mes enfants que j'ai ramenés en Belgique à l'époque. Ma femme, elle faisait un PhD à distance. J'ai dit, on va aller voir en même temps mes parents et tout ça, à la Hammam. Et ça faisait à peu près 20 ans, 25 ans que j'avais plus mis les pieds en France. 20 ans. Pas parce que j'aime pas ou pas, parce que j'avais pas l'intérêt. Et je voulais rester dans un écosystème musulman. Malaisie, l'Algérie, le Middle East. Donc j'avais alhamdoulilah, j'étais bien dans cet écosystème. Même les États-Unis, il y a que récemment que je retourne parce que j'ai fait des levées de fonds avec des investisseurs américains et tout ça. Mais je retournais pas dans ces pays. En plus, mes parents venaient en Algérie. Ouais. Et ils venaient à Dubaï. Ouais. Donc ça me facilitait, j'avais même plus besoin. Ouais, donc tu faisais Moyen-Orient, Algérie, c'est voilà. tout. J'étais nickel, il me dit viens, je suis 3 mois en Algérie, alhamdoulilah, on y va, on est à la maison des parents, ils viennent à Dubaï, c'était vraiment ni'ma. Donc mes enfants, imagine, tous mes enfants, ils ont grandi dans cet environnement-là. Malaisie, jusqu'en Algérie, de l'Arabie Saoudite, tout ça. Golfe. Ouais. Donc on arrive en Belgique, on loue la voiture, et j'avais à l'époque 5 enfants déjà, là, alhamdoulilah. La première chose que les enfants, toilette, restroom, les toilettes. Je dis, j'ai pas de problème, on arrive, tac, tac. Et
ils descendent tous de la voiture, ils courent dans les toilettes, il y a les gas stations, il y a tout ça, tu sais, les magasins et tout ça. Et en fait, quand moi j'arrive un peu en retard, et je vois qu'en fait les toilettes sont payantes. Tu sais, tu dois mettre en Belgique des jetons là. Ouais. Et donc mes enfants, ils sautent sur la barrière, moi qui vont en dessous. Un enfant, il n'a pas le temps de penser à payer pour aller aux toilettes. Et donc, il rentre et il paye. Il rentre sans payer. Tu sais, il passe en dessous du tourniquet là. Ouais. Et donc après, je leur dis non, faut pas faire comme ça. Là, c'est le pays, c'est la Belgique, faut respecter les lois belges. Mon fils, faut payer, nanana. Donc moi, je paye le truc. Je vois Madame Pipi là, les Belges, là, ils ont les femmes qui s'appellent Madame Pipi là, qui gèrent, ouais, ça s'appelle comme ça, qui gèrent le toilette. Je dis pas grave, combien, vous me dites combien, tiens, je paye 2 € et c'est bon. Et donc il y a le petit, mon fils s'appelle Abdelrahman comme toi, qui parle souvent jamais, il est très très shy, très calme, et il me dit, Abi, Chouhada, c'est un pays de Hagra, même pour aller aux toilettes, faut payer ici. T'imagines? Qu'est-ce qu'on leur a vendu, tu vois? Pour te dire, déjà, leur DNA, tu vois, il te dit, même pour aller aux toilettes, faut payer. C'est quoi ce pays? C'était la première réflexion. T'imagines? Il m'a pas dit c'est vert, il m'a pas dit c'est green, nanana, c'est beau. Il a dit comment? Je vais aller aux toilettes, je sais pas, c'est du jamais vu ça. Dans les pays, même c'est gratuit, les mosquées partout, des toilettes partout, t'as des toilettes partout dans les pays du Golfe, t'en as trop même des fois, et tu payes pas. Et là après, deuxième chose, en fait, il y a un silence on est dans des bouchons, tu vois, on est dans des bouchons de Bruxelles après Bruxelles jusqu'à Roubaix-Lille, tu vois. Il y a un petit bouchon qui se passe. Il fait chaud, on est en été, les carreaux sont ouverts. Et là, mes enfants, il y a un silence d'1 heure, tu vois. Et ils regardent, je les laisse, tu vois, je les laisse en silence total. Et ils regardent les gens dans les voitures, ils regardent ce qu'il y a, ils regardent les gens. Et tu sais ce qu'ils me disent, Abdelrahman? Ouais. Ils me disent, Abi, parce qu'ils entendent la musique, ils entendent ceci, ils entendent ça, ils voient les gens, comment ils sont dans leur voiture, leur comportement, parce qu'ils sont derrière, ils regardent. Et ils me disent, Abi. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, look, they look human, but they are so different than us. They look human. Ils ont reconnu que c'était des êtres humains. tu vois là, le mot d'un enfant. Ouais. Il m'a pas dit, oh, pourquoi ils sont différents? Oh, regarde, on est dans un autre pays. Il a dit, they look human. Parce que la fitra que un musulman, mais why are they so, il m'a dit en anglais, why are they so different? Pourquoi ils sont si différents? Ajib quand même. Ouais. Rien que ça, c'est quand même ajib. C'est-à-dire, eux, ils sont nés dans les pays musulmans, ils sont nés ça, et tu sais, les habillements. Pourquoi il a dit ça? C'est quand même incroyable. D'aller dans cette, il a vu que c'était la même Benu Adam, mais il a dit, they look human, ouais. But they are so different. C'est la première fois qu'ils viennent en Belgique. C'est la première fois qu'ils allaient dans des pays non musulmans. Ouais. Ouais, c'est sûr que la culture, ça peut choquer, hein. Voilà. C'est différent. Voilà. Tu vois? Donc, en fait, c'est une ni'ma d'avoir, je veux dire, des enfants qui sont grandis dans des endroits où c'est l'islam, c'est la religion, c'est la culture qui est la nôtre, qui est voilà, et tout ça. Et c'est quelque chose que je pourrais pas faire, moi. Ouais. C'est un écosystème, encore une fois. Il faut un écosystème. Donc, ceux qui disent oui, on peut, oui, tu peux. Je dis pas qu'on peut pas le faire. En plus de travail. Mais pour des feignants comme moi, tu vois, je préfère un plug and play, comme on dit. Donne-moi un plug and play. Ok. Hein, et moi, ça me satisfait. S'il y en a qui sont up to the challenge, je sais pas comment on dit plug and play en français. Plug-in, tu vois. Voilà. Je suis un peu dans le startup mind. Je veux quelque chose adapté. I'm okay to lose some of my freedom. Et by the way, aussi. Il faut aussi comprendre. Il y en a qui disent, ouais, mais my freedom. Prends. Si tu me garantis tout le reste, I don't mind losing freedom, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Tant que c'est dans le khair. Voilà. Ouais, en fait, t'as regardé tes priorités. La priorité, c'était ta famille. Ouais, ma l'éducation, famille. L'éducation. Et la sécurité. Voilà.
Et puis le reste, voilà, s'il y a des choses que tu perds, pour l'instant, ça c'est ta priorité actuellement. Le business aussi, tu peux développer ton business. Tu développes ton business. En termes de business, tu es dans le meilleur écosystème au niveau business. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça, c'est pas un problème. Ça. Ouais. Et s'il y a des inconvénients qui est à côté, bon, on va dire, tu fermes un peu les yeux dessus parce que c'est pas la priorité pour toi. Inconvénients, franchement, c'est pas des inconvénients qui sont des bloqueurs. Quand on me dit, faut vraiment nommer, j'arrive même pas à mentionner des inconvénients, tu vois. Je vais pas être trop controversé, mais on va dire si on parlait, c'est pas un sujet, c'est un sujet un peu tabou ici, mais si on parlait de politique, par exemple, il y a beaucoup de critiques qui est fait au sujet de la politique dans la région. Politique dans politique extérieure dans la région. Tu vois. Politique, en fait, si on parle politique, je veux dire, moi, on m'a toujours vendu des modèles démocratiques, c'est des modèles nickel. Bah, ça produit que des guerres, les démocraties. Je vois que des guerres dans les démocraties, de l'injustice, des guerres, de l'instabilité. Donc, il faut walk the talk. Même les blancs américains, ils en ont marre. Ils disent donnez-nous un roi, khalina tranquille. Donnez-nous, il faut comprendre une chose, c'est que on nous formate d'une manière, il faut une politique. Politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont le droit de voter, ils ont le droit de faire ceci, ils ont le droit de faire cela, et d'avoir des opinions. Mais en vérité, maintenant qu'on me dise, soit tu votes pour un parti qui va tuer doucement les Américains, les démocrates, ou un parti qui va tuer plus rapidement. Tu choisis. Moi, j'appelle ça un peu tu sais, les diabétiques, là, quand ils font leur truc, c'est le shot qui te met. C'est le même. Bonnet bleu, bonnet blanc, ou ce que tu veux. Donc, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est une politique kiff-kiff qui est pareille, qui change pas. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes politiques extérieures, mindset et tout ça, qui va pas changer. D'accord? Mais on te vend, tu peux parler. Tu peux dire ce que tu veux. T'es free of saying. Tu es free to say whatever you want. D'accord? Mais la réalité, c'est qu'en vérité, ta freedom, elle est très limitée. Ça, c'est donc faire partie. Moi déjà, dans l'islam, c'est shura déjà. C'est des cultures où je pars du principe. C'est pas que la politique n'intéresse pas les musulmans et ça devrait pas les intéresser ou quoi. Moi, je pars du principe que top to bottom, c'est là où you make things happening. C'est une logique. Si tu mets un despote et un despote en dessous et un despote, à un moment donné, tu sais, c'est de famille en famille. Il est ammar, le gars. Il va développer. Il va dire, faut maintenant, à un moment donné, on s'est assez rempli les poches. Faut que notre pays se développe. Je veux dire, une leadership top to bottom, tu peux avoir plus de khair. C'est pour ça que j'aime bien en fait les modèles les royautés en fin de compte, parce que tu as une longue politique de développement du pays, du long terme. Tu mets un Sarkozy voleur, tu mets un ceci voleur. Bon, c'est tous des voleurs de toute façon. Le gars, il est tombé dans une époque où maintenant on déclare les vols. Mais avant Sarko, c'était tous des voleurs. Maintenant, il fait ce qu'il veut, il est condamné à 5 ans, qu'il en mette sa tronche en prison. Mais moi, I feel for him parce que what about Chirac et Mitterrand, même Macron actuel, c'est tous des voleurs. C'est des clodos qui viennent au pouvoir électés par des idiots, qui les mettent en puissance et en power. Ils se remplissent les poches, ils volent des contrats et ceci, cela. Et après, on te dit, voilà, démocratie, nanani, nanana, t'as le droit de parler de politique. Ça m'intéresse pas. Donc, moi, je pars du principe, le système islamique, on va dire, au niveau, c'est pas qu'ils disent, la politique n'est pas l'intérêt du lambda, mais la réalité, oui, c'est pas l'intérêt du lambda. Le lambda, il veut safety, des business models, il veut tout ce système-là. Et quand les décisions se font au niveau gouvernemental, se font dans des structures où les gens de science, de savoir et tout ça font un cadre approprié dans le système islamique adopté, pas avec des partis. Moi, je suis pas dans les partis. Franchement, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu as gagné de vivre en France sur la 5e République pendant? Il y a que des escrocs.
Ah, je le dis publiquement. Il y a et franchement, I feel for Sarkozy, miskin. C'est le seul qui trinque. Moi, je suis pas aussi on va dire, décisif sur ça, ou le dire critique. Je pense qu'il y a du bon de partout. Ouais. Après, ça dépend de ce que tu recherches. Mais par exemple, un côté positif que tu peux avoir en Occident, Ouais. je dis pas que c'est Ouais. forcément le meilleur endroit, hein, mais c'est par exemple, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un lieu où les pensées se développent plus. Tu peux plus écrire, tu peux plus développer des idées, tu peux plus réfléchir. Tu vois, il y a plus d'espace. Il y a plus d'espace pour trouver des solutions. Ouais. Tu vois. Là, c'est un peu moins le cas. Je dis pas que c'est moins bien. Ouais. Ça peut être le cas dans certains cas, mais on va dire la créativité, c'est connu même. Ouais. C'est plus développé la créativité. Cet aspect-là, c'est assez intéressant, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tous les aspects négatifs que tu as évoqués. Ouais, si maintenant créativité, il y a aucun pays qui t'interdit la créativité. Hein. Tu peux être dans les pays du Golfe, faire de la créativité. Maintenant, si c'est ouvrir sa bouche sur des sujets qui te dépassent, c'est quoi le faïda? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Et on le sait, on le sait. Il y a aucun intérêt, en fin de compte, à mettre le musulman jeune. Il a le sang chaud. Ouais. C'est quoi l'intérêt de le mettre en ébullition et de le faire exploser? Ce qui se passe au Maroc là en ce moment, par exemple. Maintenant les émeutes. C'est quoi le faïda? C'est quoi? De dire tiens, je veux mon droit, c'est de tout casser, de tout brûler, c'est comme ça qu'on va évoluer, c'est ça. C'est parti d'une expression, la politique nous intéresse et la politique des gens du bas les intéresse. Et ben voilà ce que ça donne. Ça donne des révolutions, ça donne des massacres, alors que le sang du musulman, pour moi, c'est ce qui est le plus sacré. Et je suis pas un savant, je suis pas ceci. Mais une vie, elle est importante. Une vie. N'importe quelle vie. Hein. Une vie. Donc si les éléments politiques, on est algérien, on a eu cette fitna en Algérie. Ouais. On a perdu de la famille, on a perdu des proches, on a perdu ceci. Quel avait été l'intérêt de ça? S'il y a une poignée de gens, déjà c'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide. Le peuple mérite le leader qu'il déserve. Et Allah ne change pas l'état de la communauté tant que la communauté ne change pas en elle-même. Donc nos leaders, ils viennent de chez nous. Donc c'est à nous déjà d'être des bonnes personnes et d'avoir des leaders que nous méritons. Par exemple, Mohammed Ben Rachid, il marche plusieurs fois à Dubaï tranquillement dans la rue. C'est un gars du peuple. Et les gens l'aiment bien. Sans garde du corps, sans quoi que ce soit. Il y a plein de trucs à chaque fois. Il y a plein de leaders comme ça. Qu'ils ont fait en sorte que leur pays, c'est des pays de prospérité et de paix. Maintenant, combien d'armées, combien de policiers quand il y a Macron qui sort ou ceci, on doit bloquer toute la ville. Dans les pays démocratisés. Pourquoi il doit avoir peur, le mec? Ouais. D'accord. Donc, en fin de compte, moi, encore une fois, je rentre pas dans, je regarde la logique. S'il y a un bienfait d'un mois de ramener mon rail, ma science, sur des sujets qui me dépassent, et de démocratiser cet espace en espace public, de se l'ouvrir quand il faut pas, ça peut causer plus de tort que de bien. C'est sûr. Donc c'est pour ça que je dis, Wagaf, laisse-moi tranquille. Ouais. Et ta politique, en fin de compte, de dire non, on a le droit, nanana, regarde, nanana, je suis musulman, en Europe, j'ai le droit de faire ça, de me l'ouvrir, mais bah ouais, bah tu te l'ouvres, bah c'est ton problème. Mais tes conséquences et ta façon de parler peut arriver à des catastrophes, notamment ce qui se passe au Maroc, ça c'est dernièrement, mais dans tous les autres pays du monde et du monde musulman, parce qu'on leur fait montrer et on leur montre des rêves de démocratie, de freedom et tout ça, that leads, et il y a des répercussions quand tu te l'ouvres dans les social media, nanana. Toi, tu es tranquille à Londres, aux États-Unis, en France, où tu vois, tu as un espace de freedom, mais les réplications de les mouvements de révolution dans les pays arabes et tout ça, c'est quoi le bénéfice? We go back, by the way, on revient dans le même système de despote à Diane. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné à faire des fitnas dans les pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Libye, là, il y a des coups. Le Libyen, moi, quand j'étais aux États-Unis, quand on voyait un Libyen, c'était comme si on voyait deux Saoudiens ou deux Émiratiens. Tellement il la baisse. Il rigolait avec nous, il disait Alhamdulillah.
On a tout gratuit. Prospérer. Voilà, démocratie. Donne-moi la dictature, Habibi. Donne-moi, laisse-moi dans ma dictature où je suis, en libre. Laisse-moi. Ils avaient l'eau gratuite, l'éducation gratuite, une maison donnée par l'État. Donc on a des exemples, nous musulmans, de choses, du vécu comme si ça n'a pas été vécu. Après, tu as quelques personnes qui vont venir dire ouais, mais on a l'espace de liberté. Bah, va payer. Tu veux de la liberté, va payer l'eau chaude, va payer l'électricité, va payer l'éducation de tes enfants. Va, prends tout. Donc en fait, franchement, le musulman, le musulman lambda, au lieu de réfléchir, dire tiens, il y a des trucs, c'est le non-musulman en fait qui te dit I'm willing. L'Américain te dit Job, donne-moi, c'est gratuit l'électricité en Libye. Je vais déménager. Moi. Franchement, on a un problème, c'est culturel, je pense. Et pour finir sur le sujet, en termes de, t'as pu vivre ta foi dans plusieurs endroits en même temps. Je parle pas de sécurité, je parle pas de tout ça, mais en termes de foi personnelle. Je parle pas de tes enfants, je parle de toi. C'est où que tu t'es senti le mieux dans ta foi? En Arabie Saoudite. Okay. T'as les lieux saints, déjà, si tu te sens pas bien là, tu vas te sentir nulle part bien. Ça, c'est garanti. Si tu te sens... Après, faut savoir se mélanger avec les gens. Si tu viens ici, tu critiques et que tu dis, ils ont besoin de moi, je viens, je ramène, parce que souvent, les expats musulmans en ont, ils disent, ils ont besoin de moi, je suis venu, j'ai un talent, mais ton talent... Maintenant, c'est remplacé par des Saoudiens déjà. Si tu te mets à leur hauteur, et si tu passes du temps avec eux, et dans leur famille, tu visites leur famille, tu visites leur majalis, tu vois. Tu vois que, machallah, déjà, c'est un pays qui a jamais été colonisé. On peut dire ce qu'on veut, ils ont jamais eu de colonisateurs. Donc, ils ont gardé cette intégrité, cette façon de vivre. Que ce soit Gal, GCC. Il y a eu des postes, des petits postes comme ça, de portugais là, d'anglais ici, mais ils n'ont pas eu ce problème de colonie. Donc, ils n'ont pas cette notion de... Ils savent pas qui ils sont. Ils savent très bien qui ils sont. Déjà, ils ont été préservés. Après, quand tu passes du temps avec eux, et tu vois, machallah, tu vois un caractère noble. Il faut savoir apprécier ça. Si maintenant tu veux te détacher, tu veux rester qu'avec des Français algériens ou des Marocains algériens, des Marocains français, tous ces trucs-là dans ton petit écosystème, tu vas récolter que je suis pas bien, mon argent, et je suis mal payé, je suis maltraité, ils me regardent mal. C'est ton problème personnel, ça. Moi, j'ai pas ce problème, tu vois. C'est comment tu t'adaptes. Voilà. Si tu viens déjà avec un mindset pourri, parce que c'est ça, en fin de compte. Eh bien, avec un mindset. En plus, ta nia, c'est l'argent. C'est pas vraiment une ija. Après, faut te plaire où tu es. Tu vois, tu vois. J'ai fait ça un peu partout dans pas mal de pays. M'adapter. Aux États-Unis, tu me dis comment je vis ma foi. Aux États-Unis, je la vivais très très bien, parce que je calculais personne. Je vais dans un parc national, Allahu Akbar. Je vais dans un stade de foot, je m'en fous, je prie. Ça, c'était bien parce que c'est pas qui te respecte ou quoi, c'est que c'est une obligation à l'Américain d'être qui tu veux. Donc j'ai le droit d'être juif, chrétien, musulman, donc ils t'embêtent pas. Donc, et ils respectent ça. C'était pas mal, tu vois. Après, tu vois, c'est le cadre. C'est comment je vis ça en day to day. L'islam, c'est pas 1 heure par jour. C'est 24 hours. C'est 24 heures. Bien sûr. Donc, il faut trouver l'endroit où tu vas te dire, tiens, là, j'ai des amis qui viennent de France, qui sont venus, on était en call, dans un coffee shop, on était en train de parler, et donc je les voyais un peu en train de paniquer, que la dame avait été appelée, ils se sont dit, tiens, oui, une mosquée, bon, eux, c'est 10 minutes de route en France, pour trouver une mosquée, et là, Allahu Akbar, là, dans le coffee shop, t'avais 2 safs. Dans le coffee shop. Tu pries où tu veux. Il y a pas, tout est géré autour de la salade, si ça t'intéresse. Donc, si tu vis ton islam tranquille ici. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.